Est-ce que ce serait pas la meilleure intro du monde? Et salut à toi, et si tu n'as pas reconnu le jeu, aujourd'hui on va parler de Prey, un jeu que j'ai commencé depuis déjà longtemps sur la PlayStation 4. J'avais arrêté d'y jouer à l'époque à cause des études, et là je me suis dit, pour ma première vidéo, j'ai envie de faire sur un jeu dont j'ai déjà des connaissances, et qu'en plus de ça, j'ai envie de finir. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de pointer mon doigt sur Prey. Commençons par le commencement de comment ce jeu est arrivé sur nos machines. Prey était tout d'abord un jeu créé en 2006, produit par 3D Realm et développé par Human Head. L'histoire du jeu se résume à un mec s'appelant Tommy, un mécanicien américain coincé dans une réserve argène avec sa petite amie, et qui n'a pas compris que cette clé c'était pour exercer son métier et non pour fracasser des gueules avec. Enfin bref, manque de bol pour lui, il se fait enlever par des extraterrestres et Tommy doit tout faire pour se sortir de ce guêpier. Ah, dit comme ça, le jeu a l'air passionnant, et c'est le cas justement. Le jeu a plu aux joueurs, dépassant quand même 1 million de ventes en 3 mois. C'est ça qui a rendu bouillant 3D Realm et Human Head pour en créer un deuxième, un Prey 2. Donc tout se passe bien, vous allez me dire. Et bah non. Ils avaient plus un rond pour Prey 2, car ils ont tout misé sur un autre jeu qu'ils ont financé pendant 12 ans, et qui n'a pas été à la hauteur de leur espérance. C'est Bethesda, le très célèbre créateur de l'univers The Elder Scrolls et Fallout, qui a repris la licence. Alors tout s'est bien passé jusqu'à l'E3. Le trailer et le gameplay de Prey 2 étaient particulièrement succulents. Il y a eu tellement de hype auprès des joueurs que Bethesda a décidé de prolonger le développement du jeu à 6 mois supplémentaires. Mais ils ont voulu aussi embaucher les employés de Human Head. En soi, rien de grave. Mais je vais vous résumer la situation. Eh les gars, il est super votre jeu. Merci mec. Dites, ça vous dirait de venir bosser pour Bethesda? Votre prestation nous plaît vraiment et... Non. Comment ça? Eh ben si c'est comme ça, on va réduire au maximum le financement et les plannings de développement. Et oui, par pur caprice face à ce refus, ils ont mis une énorme pression à Human Head et donc qu'est-ce qui s'est passé? L'annulation de Prey 2, fin de contrat avec les développeurs, et on l'a dans le cul. Putain, j'ai envie de les appeler pour les insulter. C'est quoi ton problème? Tu m'as fait chier! Je voudrais bien savoir l'excuse que Bethesda a fournie pour expliquer cette annulation. Alors, il n'était pas au niveau de nos standards de qualité et nous avons décidé de l'annuler. Quoi? Mais quoi? Mais comment ils peuvent dire ça après ce trailer de fou de Prey 2 et aussi la petite réussite du 1? Human Head n'a rien à prouver. Bon bref, j'ai pas épilogué là-dessus, Rally ne changera pas les choses. Après avoir foutu dehors Human Head, ils ont décidé de ne pas abandonner la licence. Ils ont fait appel à Arkane Studio, le créateur de Dishonored, pour pouvoir faire un reboot de la licence sur lequel l'histoire n'aurait plus rien à voir avec le premier Prey. Et voilà comment ce jeu est sorti sur nos plateformes. Ça va, dans l'ensemble, il n'y a pas eu trop d'accros. Alors Bethesda a dit lors de l'E3 2016 que le jeu se déroulerait dans un vaisseau spatial, dans une ambiance effrayante et oppressante. Oppressant mon cul, oui, on commence le jour en se réveillant au calme, on prend un café, on a même le temps de chier, on parle avec les collègues et on fait des tests de niveau CP, avec un prof qui nous encense de compliments. C'est très bien! Il est un peu court docteur, non? Mais non, je déconne, depuis le début on est dans une salle de simulation. Les tests n'étaient pas pour entrer dans leur société, mais pour vérifier les changements qu'ils ont fait sur notre cerveau. Alors docteur, verdict? Ah et puis on n'est pas sur un immeuble avec vue magnifique dans une magnifique ville, hein. On est sur un vaisseau envahi par des aliens qui peuvent prendre l'apparence de n'importe quoi. Nice. Bien évidemment, nous avons tout un attirail pour nous défendre de cette menace. C'est quand même des... aliens. La première chose qui m'a impressionné dans ce jeu est surtout l'ambiance globale de celui-ci. Des séquences de jeu avec des musiques pesantes mariées à un sound design aussi stressant qui nous laisse H24 sur notre garde. Arkane a vraiment géré sur ce coup. Non mais je vous jure, écoutez-moi ça. Avouez, vous l'avez pas senti venir celle-là. Ah, mais dans ce jeu, même un PNJ amical fait flipper. Ah, mon dieu! Me fais pas peur comme ça, raclette, enfin. Et si on mélange cette ambiance avec le fait de n'avoir aucun contact humain depuis le second réveil, renforce cette sensation d'être seul au monde. On se balade tout seul dans cet énorme vaisseau, grouillant de danger. Et surtout, cette foutue paranoïa. Comme je l'ai dit bien avant, les mimiques sont assez rusées et peuvent se changer en n'importe quoi. Et du coup, tu commences à vite taper tous les objets que tu rencontres pour éviter de te prendre un coup, justement.
すり抜けた。 Bref, tout ça pour dire que les développeurs ont bien réussi au niveau de l'ambiance globale du jeu. Ils nous incitent à faire attention dans tout ce qu'on fait, qu'on fasse gaffe à chaque pas qu'on effectue, et d'avoir toujours peur de se prendre des dégâts inutiles dans un jeu où il n'y a pas de heal naturel. Et tout ça dans un level design aux petits oignons. Je vais vous dire, chaque pièce dans ce jeu, j'étais impatient de la découvrir tellement que je m'imaginais comment elle allait être. Comment j'allais utiliser les plateformes, qu'est-ce que j'allais découvrir à l'intérieur, comment j'allais me servir de mes armes et de mes compétences pour me battre. Et c'est ça qui fait du bien, c'est de voir cette diversité. Chaque local a sa propre identité. Du grand hall de Talos, spacieux et lumineux. Des bureaux organisés et rangés, des laboratoires de tests et cet aspect un peu glauque, l'arboretum avec sa végétation omniprésente qui le différencie complètement des autres locaux qui sont plus dans le futurisme et dans le moderne. Et il n'y a pas que ça, hein, il y a tellement de possibilités si on le veut, grâce notamment à notre propulseur qui nous permet de planer légèrement et donc d'atteindre des plateformes beaucoup trop loin, ou de pouvoir amortir des chutes beaucoup trop hautes. Mais aussi l'agilité de notre personnage, Morgan Yu, qui nous permet de grapper un peu tout et n'importe quoi. Le canon glu, qu'on a dès le début du jeu, nous permettant de créer nous-mêmes des plateformes qu'on pourra utiliser pour atteindre des objectifs inatteignables. Et c'est vraiment plaisant d'atteindre une plateforme par ses moyens. Tout a été conçu pour tout explorer et utiliser à 100% l'environnement et les plateformes autour de nous. Et même au niveau de la diversité des compétences, j'ai adoré le concept. Il faut savoir qu'il y a 3 arbres de disponibles une fois que vous avez récupéré votre premier neuromode au tout début du jeu. Un appareil qu'il faut utiliser tout en douceur. Il permet d'améliorer les qualités humaines comme votre force physique, votre résistance, votre connaissance en amélioration d'armes, le piratage, la taille de votre vue. Ah, et puis au cours de votre aventure, vous trouverez aussi un psychoscope qui vous permettra de déverrouiller 3 arbres de compétences supplémentaires en scannant les typhoons. Vous savez, les aliens du jeu qui tentent de vous niquer. Et donc de les analyser et de pouvoir copier leurs pouvoirs qui sont très différents des humains. Oui, je sais, c'est évident vu que ce sont des aliens. Vous pourrez créer des pièges de flammes. Psst, hé toi! Des explosions cinétiques, Feradash laisser une copie de vous en arrière, et le plus impressionnant et indispensable, la transformation en tasse. Ah mais pardon? J'entends des gens au fond dire que cette compétence est totalement inutile. Et ben vous l'ouvrirez moins quand vous passerez à des endroits où seuls les petits objets peuvent passer. Bref, tout ça pour dire que vous pouvez choisir la façon d'entreprendre ce jeu. Préférez-vous augmenter les compétences humaines et devenir un vrai surhomme? Ou préférez-vous augmenter les qualités Typhoon et devenir un vrai combattant alien? Ou alors, devenir tout simplement un hybride des deux? C'est à vous de voir. Le choix, ça aussi c'est une qualité, on est libre de faire ce qu'on veut. Que ce soit dans votre mentalité, vous pouvez être quelqu'un de solitaire ou d'aider tous les gens que vous croiserez sur votre chemin. Les compétences dont je viens de parler, ou encore la façon de s'approcher d'un ennemi. Vous pouvez être discret, ou limite fuir, ou être un gros bourrin. Je reviens sur la mentalité, c'est important car elle aura de l'impact dans le scénario du jeu. Les fins différentes mais aussi d'autres petits problèmes que vous rencontrerez, mais j'en dis pas plus pour éviter le spoil. Un exemple très simple, vous pouvez soit sauver tout le monde et être un héros, les personnes vous remercieront en vous donnant des cartes d'accès ou des codes qui vous permettront d'aller loot des pièces qui étaient verrouillées. C'est de toute beauté. Ou vous pouvez décider d'être un gros con. Qui que vous soyez, écoutez-moi. Je n'ai plus d'oxygène. Je n'ai pas de combinaison. La zone de fret m'a contraint à m'enfermer dans ce conteneur. Mais je n'ai aucun moyen de m'amarrer de nouveau à la station. Pas de soucis mec, j'arrive. Après tout, faut bien s'entraider dans une telle situation. Attendez, mais vous faites quoi? Bah. Ah oui merde! Mais quel con. En ce qui concerne la façon d'approcher un ennemi, il y a tellement d'informations dans le bestiaire pour juger s'il vaut mieux combattre ou fuir. Il est assez détaillé. Entre les notes des scientifiques, de Morgan, les immunités et les faiblesses des Typhoons. C'est dingue tout ce qu'on peut découvrir. Ah ah, très drôle. Retour au test. C'est à vous de décider de comment vous allez aborder ces situations, mais c'est aussi à vous de gérer vos munitions. Et oui, Prey n'est pas le genre de jeu où vous dessinerez des bits sur les murs, et ne le niez pas, on l'a tous fait. Oh, regarde les maturités maman, comme si je faisais ça moi. Moi je regarde des vidéos sur Fortnite. Les balles sont précieuses car on en trouve rarement dans Talos One, et donc pour en obtenir en masse, il faut les crafter. Et encore une fois, le système de loot et de craft est plutôt original et cohérent avec la technologie présente dans le jeu. Pratiquement tout est possible de loot, d'une arme à feu jusqu'à un simple papier froissé, et ensuite les mettre dans un recycleur qui transformera votre loot en cubes de fabrication, qui seront ensuite à installer dans le fabricateur pour pouvoir créer tout et n'importe quoi. Des kits de soins, des munitions, des armes, des médocs, des neuromodes et de l'équipement. C'est assez complet et c'est très utile pour la survie dans Talos One.
Limite, ces deux appareils feront 50% de votre survie. Et du coup, ça renforce le fait que vous avez envie d'ouvrir toutes les portes, parcourir la moindre parcelle de Talos One, car vous savez que vous devez loot énormément. Et j'ai tellement de choses à dire encore. Les quêtes secondaires, qui sont loin d'être FedEx, ils vous apporteront forcément quelque chose. Que ce soit au niveau loot, découverte de l'intrigue, nouveaux PNJ, des dispositifs qui vous aideront tout au long de votre périple. Il y a même la possibilité de finir le jeu, pour vous dire l'importance des quêtes secondaires. Et puis les moments zéro gravité, purée. Il m'a fallu 20 secondes pour bouger à nouveau, tellement que j'étais impressionné de voir le Titanes Talos One ou la lune qui était plus proche que jamais. On ressent totalement la sensation d'être en zéro gravité. On ne se sent pas en sécurité car nous n'avons pas l'habitude, nous, humains, de flotter dans les airs. Rien que le fait d'appuyer trop longtemps sur la touche pour vous orienter risque de vous faire chavirer. On est là, et on se sent petit et insignifiant comparé à l'immensité de l'espace. Et là vous allez me dire, mais attends, le jeu est parfait. Il y a zéro défaut ou quoi? Oh mais non mes amis. Là ce que vous avez vu c'est le Lobcore gentil et plein d'amour, qui dit d'abord ce qu'il a de bon, avant de dire progressivement ce qu'il n'a pas aimé. Oh là là. Je vais parler d'abord de choses dommages, pour être plus précis, des défauts mineurs qui impactent très peu l'expérience du jeu, mais que je pense qu'il faut retravailler un minimum quand même. L'animation faciale qui fait vraiment peur, c'est simple, on a l'impression de parler à des robots sans âme. Non mais regardez ce personnage, c'est celui qui a subi le plus d'émotions dans le jeu, que ce soit détresse, peur, douleur, joie, mais sa tête reste toujours la même. Même en lui enfonçant une seringue, elle n'a pas bougé d'un cil. J'ai mal au secours. L'expression faciale peut vite vous procurer des émotions pour le personnage, et donc de vous y attacher. Et je n'ai jamais ressenti ça d'en près. Ensuite, il y a la difficulté des combats, qui est pour moi, ce coup-ci, un petit peu trop mal dosé. Dans les premières heures du jeu, on se sent faible et seul au monde avec notre clé à griffes. Ensuite, après 2-3 armes récupérées et quelques compétences déverrouillées, on devient une vraie machine de guerre pendant 3 quarts du jeu. Pour finalement nous retrouver face à une anarchie totale vers la fin du jeu qui nous laisse limite juste le choix de fuir, et que pour finalement, ceux qui ont déclenché cette anarchie, on les tue en 2 coups. Et puis j'aurais vraiment voulu voir au moins un seul personnage charismatique, que ce soit antagoniste ou protagoniste. Ça peut tellement faire gagner des points en jeu d'avoir quelqu'un que la communauté adolâtre. Prenez l'exemple de Vaas, l'antagoniste de Far Cry 3, qui est limite plus populaire que le jeu en lui-même. Hey, connard, regarde-moi dans les yeux. T'es ma chose. Oh, qu'il est mignon. Tu veux que je t'ouvre en deux? Non, ça va aller, t'inquiète. Ah bah oui, c'est sûr que là on n'est pas au même niveau, hein. Et puis merde, entre les phases de hacking beaucoup trop répétitives, trop chiantes, trop faciles qu'importe le niveau, et qui n'est pas du tout représentatif de ce qu'est le hacking, il suffit de mettre un rond dans un autre rond. Les enregistreurs que t'as pas envie d'écouter parce que 2 PNJ qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra pas sont en train de parler de leur partie de Donjons et Dragons, ça peut être touchant. Mais vu qu'on ne les connaît pas, bah en gros... M'en bat les couilles. Bon, il est temps de parler de points qui m'ont réellement déçu et qui ont gâché l'expérience de jeu que peut offrir Prey. Tout d'abord, la difficulté. Le jeu n'est vraiment pas difficile. Alors, j'ai déjà parlé des combats et du fait qu'on devient trop fort trop vite, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a aucune énigme. Les phases de hacking sont beaucoup trop simples comme je vous l'ai démontré. Des boss qui devraient nous en faire chier, mais qui sont moins dangereux que des mimiques. Oui, t'inquiète pas, toi, je vais te dégommer après. J'ai dû mourir 4-5 fois et la plupart du temps, c'était par des pièges que tu connais forcément après ta mort. Ce que j'essaie de dire, c'est que jamais je n'ai eu cette sensation gratifiante d'avoir passé une étape difficile, vu qu'il n'y en a pas en fait. Vous savez, cette sensation que vous avez quand vous avez battu un boss alors que vous avez recommencé plusieurs fois. Et le pire dans tout ça, c'est que j'étais en mode difficile et je l'ai vraiment pas ressenti en fait. Ah si, il y a un truc de vraiment compliqué à faire. C'est de ne pas se frustrer des temps de chargement. Putain, qu'est-ce que c'est long. Aussi long que la taille de ma... banane. 40 secondes de chargement pour les PCistes et apparemment plus d'1 minute pour les consoleux. Alors pour un jeu Metroidvania, où on fait des allers-retours tout le temps, où les quêtes sont éparpillées dans tout le vaisseau, c'est un enfer. Ah, je vous jure qu'après 2 heures de jeu sur Prey, ça devient vite casse-couille. Putain, c'est trop. Alors faites péter le portefeuille et achetez-vous un SSD les PCistes si vous voulez. Et les consoleux, souffrez. Souffrez autant que ce pauvre Morgan qui se prend des balles dans le cul sans savoir d'où ça vient. Ah oui, parce qu'entre les effets sonores manquants et la spatialisation des bruitages, il va se faire un peu fumer l'anus l'ami. Les tourelles qui tirent sans faire de bruit, les explosions des typhoons qui font des bruits de papier bulle. Et là, j'ai coupé tous les sons du jeu, sauf les effets. Et c'est pour cela que vous l'entendez. Et gros problème, si on doit couper le son de la musique pour entendre, on se prive de l'ambiance du jeu qui est excellente, elle. Il y a une mauvaise gestion des bruitages, voix et musique. Vous allez me dire, mais ce n'est pas trop grave. Moi, je me dis surtout que ça aurait pu être corrigé. Comment en 2019, on peut encore laisser passer des choses pareilles? Ils ont des testeurs, ils ont dû la remarquer la connerie. Y'a pas un petit peu une couille dans le pâté, là?
La roulette des armes. Alors, elle est facile à utiliser, on s'y repère facilement, c'est nickel. Mais pourquoi le temps se fiche quand on est dedans? Je vous explique. Ce jeu est censé nous mettre dans la pression. Mais là c'est une pause. Que quand tu vas en sortir, tu sortiras avec tout ce qu'il faut pour combattre les typhoons. Et à cause de ça, ça rend les combats moins impressionnants, beaucoup plus faciles, et avec moins d'adrénaline, qui rend les typhoons encore moins dangereux et crédibles. Ça réduit tout le stress, toute la crainte, toute la méfiance que ce jeu peut installer en un seul coup de roulette de souris. Et ne me sortez pas l'excuse de ouais, ben si t'aimes pas, tu l'utilises. Non, ok, j'ai rien dit, je vais aller voir là-bas, il y a une vidéo Fortnite. J'ai toujours utilisé la roulette de la souris pour le changement d'arme dans un jeu vidéo, c'est un réflexe, je trouve ça plus ergonomique. Et de toute façon, j'y arrive pas avec vos raccourcis clavier. Bordel, je suis toujours en train d'appuyer partout sauf sur le flac que je veux. Le cauchemar. Il est considéré comme l'ennemi le plus puissant du jeu. Il y a notre opérateur January qui nous dit d'éviter absolument ce typhoon. Il y a une mission qui s'active rien que pour lui, nous disant qu'il nous traque. Il y a même un petit point d'exclamation. Et alors, serait-ce enfin un vrai ennemi? Il va y avoir un combat épique où mon cœur va palpiter et qu'importe le sens que prendra le combat, je jubilerai devant ce... Sérieusement. C'est le pire, on est d'accord. Bon, allez, je prends une grande inspiration. Il est immense, et donc ne passe pas partout, et donc il est aussi facile à viser. L'IA peut faire très peur. Pourquoi tu vas t'enfermer dans cette cage, espèce de gros gogol? Tu te mets à merci, là. Pourquoi tes attaques distance sont aussi longues et facilement esquivables? Pourquoi t'es facile à bait ou à faire bug? Pourquoi tu réagis pas quand je te tire dessus? Pourquoi y a un compteur qui annonce quand tu te barres, et du coup on peut juste attendre gentiment 2 minutes que tu te casses? Bon, t'as fini de gueuler, là? Ouais, bon, je pense avoir vidé mon sac, là. Alors est-ce que prêt vaut le coup? Bien évidemment que oui. Il y a certes des défauts, mais il y a plus de qualité qui les compense. C'est un très bon jeu de science-fiction qui ne révolutionne rien, certes, mais si vous en foutez de l'histoire et de la difficulté, et que vous êtes plus gameplay, bah je ne peux que vous le conseiller. C'est un des points forts du jeu. De plus, s'il apparaît dans un de mes subject tests, c'est que j'ai bien aimé le jeu, que je l'ai fini, et donc que j'ai fait le tour. Jamais je ne mettrai un jeu vidéo sur ma chaîne juste pour le défoncer et surtout que si j'aime pas, j'y jouerai pas énormément. Mais je ne veux pas non plus enfumer le monde à montrer que les qualités d'un jeu et donc le surcoté. Vous serez extrêmement déçus à l'acquisition. Il est actuellement à 5,38€ sur Instant Gaming et vu la qualité qu'il propose, c'est plus que rentable, croyez-moi. À rappeler que ma vidéo est un pur test subjectif et qu'il ne reflète que mon point de vue, mon ressenti sur l'expérience que m'a apporté Prey. Vous pouvez très bien penser qu'il est parfait ou à chier, je ne vous contredirai pas, ça reste un avis. Bon, moi je vous laisse, je dois aller aider une femme à retrouver son mari. Bon jeu à vous!